vais vous montrer une paire de souliers particulièrement rares. Ils ont conservé leur patin de protection. On enfilait les patins comme ça. Que les dames de l'aristocratie ne marchent pas, ou marchent très peu. Elles marchaient notamment sur la pointe des pieds, comme ça. Ah, vous le faites bien. J'y étais là. C'est vrai? Ah ouais. Super, alors là je suis très content. Ouais. Bienvenue au XVIIIe siècle, en Europe, en France, à Paris, déjà capitale de la mode. On porte des robes à panier, on s'accessoirise de miniatures en porcelaine, on porte les plus belles soieries. Découvrons des centaines d'objets dont on a du mal à deviner l'usage. On a filmé les coulisses de l'exposition Une journée au XVIIIe siècle au Musée des Arts Décoratifs à Paris. On est dans les entrailles de l'institution. Là, vous avez une glace miniature. Bon, mince, j'ai mangé un burger à midi. Oh, j'ai du sanglier dans les dents. Bah, par exemple, oui. Les fantastiques Ariane James Sarrazin et Sophie Moch, les deux commissaires de l'exposition, nous emmènent dans les antres du musée Les Réserves. Elles nous décrivent en détail ce que c'est que vivre au XVIIIe siècle à Paris. Voilà, on va vous donner l'eau à la bouche. Bonjour docteur Denis Brunat, le grand historien de la mode, décrypte la mode du XVIIIe siècle. Attention à vous. Les splendeurs somptueuses de l'aristocratie, mais aussi les livrées somptueuses des domestiques. Alors, réglez vos horloges, lacez votre corset, serrez-le. C'est parti pour une journée au XVIIIe siècle. Comment est-ce qu'on fait pour se lever à l'heure où le réveil n'est pas encore inventé? Il y a chez les personnes les plus fortunées des superbes horloges qui intègrent une sorte de fonction réveil. C'est-à-dire que dans votre alcôve, vous avez ce qu'on appelle un cartel d'alcôve qui est muni d'un petit cordon. Le matin, vous êtes un peu mal réveillé, vous tirez le cordon et à partir de ce moment-là, l'horloge va sonner le nombre de coups qui vous indiquera l'heure qu'il est. Vous voyez, c'est l'heure. C'est l'heure de se réveiller là. 7 heures, c'est le lever. Chacun dans sa chambre. Il y a un appartement pour monsieur, un appartement pour madame. Ils ont vraiment, d'une certaine manière, une vie séparée avec des pièces qui leur sont réservées. Et puis, évidemment, de temps en temps, ils vont dans la chambre de l'un ou de l'autre. Alors, je ne saurais pas dire si monsieur va dans la chambre de madame ou inversement, mais il y a vraiment cette notion d'avoir chacun son appartement. Alors, on va commencer la journée. On est dans la toute fin du XVIIIe siècle. C'est une période très prospère pendant laquelle il n'y a pas eu beaucoup de guerres, un moment de relative félicité pour les classes supérieures, bien sûr. On va suivre monsieur, madame, les enfants et les domestiques. Ils sont très importants puisqu'ils sont vraiment, j'allais dire presque la doublure du maître et de la maîtresse de maison puisqu'ils sont à leur côté pour toutes les activités du quotidien. Qui suis-je? Je suis un habit de livrée, un habit de domestique dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, je pense vers 1770-1780 à peu près. J'habite où? Vraisemblablement dans une maison aristocratique, un hôtel particulier en France, à Paris ou dans une grande ville. Je suis en drap de laine et je porte vraisemblablement les couleurs de mon propriétaire, de mon propriétaire a des patron. couleurs? Ah oui, c'est-à-dire à la fois les couleurs qu'il peut porter sur ses armes, sur son écu, ou ses couleurs préférées. Donc là, vous avez, je dirais, le rouge et puis le bleu nuit. Et vous avez aussi d'autres couleurs qui sont montrées par des bandes de passementerie. Ce sont ces larges rubans en partie en velours. Vous avez ici des boutons qui sont en bois recouverts d'un jeu de passementerie, notamment de fils tressés, tissés. Décoratif? Décoratif, puisque les boutons ne ferment rien. Le seul moyen d'accrocher le vêtement, vous avez ici quelques petites épingles, plutôt quelques petites accroches. Vous voyez une accroche ici et une accroche là, qui viennent se fixer ici. Et là, il devait en avoir une autre, mais qui a disparu. Les poches sont fonctionnelles ou pas? Ici, oui. Vous voyez, à nouveau, vous avez 3 boutons décoratifs. Quand vous soulevez ici, par exemple, vous voyez, on peut mettre des choses dans les poches. Elle est profonde? Ah, oui, on peut mettre pas mal de choses, je dirais. Parfois, vous savez, on trouve quand on achète un vêtement, vous voyez, je peux descendre. Voilà, elle arrive ici. Quand on l'amène ici au musée, on le regarde avec les restauratrices, on va regarder un petit peu dans les coins et on trouve parfois des choses très amusantes dans les poches. Vous savez ce qu'on trouve le plus souvent? Des billets? Des clés? Non. Des mouchoirs? Non. Des confettis. Et oui, parce qu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle, ils étaient utilisés pour des balles masquées. Et donc, on a conservé parfois au creux des poches des petits confettis de toutes les couleurs. Et on les garde. On les récupère parce qu'on va dépoussiérer les poches et ensuite, dans une petite pochette en plastique, on va accrocher aux vêtements et on va le préciser précisément sur la fiche documentaire. On a trouvé 10, 12, 14 confettis de toutes les couleurs dans la poche gauche du costume. Vous êtes vraiment des geeks. Complètement.
C'est quand même remarquablement coupé. Et puis moi, il y a une chose qui me plaît beaucoup, notamment dans les vêtements du XVIIIe siècle, tant sur ceux des femmes que sur des hommes, c'est la manche. Vous voyez qu'on a quand même prévu la courbure du coude. Et ça, je trouve ça très très beau. C'est-à-dire, moi, j'ai une manche. Mon vêtement, elle est droite. Mais au XVIIIe siècle, on aurait voulu prononcer la ligne précisément et l'angle du coude. Et là, vous le voyez, hop, la couture qui est quand même très très belle. Là, vous avez donc une culotte, ce qu'on appelle une culotte à pont. C'est-à-dire que vous avez un pont-levis en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez une panche, je dirais de devant, que l'on va attacher à gauche et puis à droite. Et quand on a des besoins naturels, on va déboutonner, on fait tomber le pont, on fait ce qu'il faut faire et on remonte le pont. Voilà. Vous avez ici le bouton, le deuxième bouton. En principe, il y en a un troisième là. Et là, allez, je vais vraiment vous jouer le jeu. On va baisser le pont-levis. Âme sensible s'abstenir, vous êtes prêts? Ah là Ça là. va? Voilà, La livrée délivrée. la livrée délivrée. Ouais. Donc on s'est réveillé. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est réveillé, on va aller faire sa toilette. Et là, ça va nous prendre pas mal de temps, puisque la toilette au XVIIIe siècle, ça peut prendre quasiment 3 heures. 7h30, la toilette, les toilettes. Alors vous avez, pour les femmes notamment, ce qu'on appelle le bourdalou. C'est le petit objet de porcelaine qui est là. Pendant l'office, les gouvernantes, les femmes de chambre, passaient à madame ce petit récipient qu'elles glissaient sous leur jupe pour pouvoir uriner à leur aise. Puisque à l'époque, on n'a pas de culotte. Les femmes n'ont pas de culotte. Donc c'est pratique. Et sinon, pour le reste, il y a les pots de chambre, évidemment. Ou ce qu'on appelle les chaises d'affaires. C'est l'ancêtre des toilettes actuelles. De loin, vous vous dites, c'est une chaise normale. On soulève le dessus et on voit un trou. Et dans le trou, on a mis un pot de chambre. Ah, vous nous avez aidé à comprendre. Et oui, détail amusant, une ravissante excrétion aristocratique est alanguie dans ce pot réservé à cet usage. Et le pot de chambre, évidemment, est évacué par le domestique et replacé, etc. Donc, vous voyez, les domestiques sont vraiment utiles à tous les moments de la vie. C'est tout à fait la mode d'avoir des appartements de bain. Donc, sont intégrés des baignoires. Donc là, vous en avez une. Donc, c'est amusant parce qu'on a l'impression que c'est un fauteuil cané. Mais bon, c'est bien une cuve de baignoire. Vous pouvez prendre votre bain, alors pas tous les jours, naturellement. Et puis ensuite, vous vous installez à votre table de toilette. Et à partir de ce moment-là, ça va être le défilé de toutes les personnes qui vont s'occuper de votre, comme on dit, routine de beauté. Vous avez bien sûr les mouches. Donc les mouches sont conservées dans une boîte à mouches. D'abord, très grand raffinement de la boîte qui est ici en or, en ivoire. Et puis, à l'intérieur, ici, 2 compartiments dans lesquels vous mettez les mouches. Vous les appliquez avec un pinceau dont la matière est coordonnée. Avec quoi je les colle? Justement, il semblerait que d'un côté du compartiment, il y ait les mouches, de l'autre côté, c'est une sorte de colle, de plâtre. Et de toute façon, vous avez le visage qui est tellement couvert de fond de teint, de crème et compagnie, que voilà, vous appuyez un peu comme ça et la mouche tient. Et je peux coder mes intentions avec l'emplacement de la mouche sur Naturellement, mon c'est visage? un alphabet amoureux, la mouche, dont certains chroniqueurs vont se moquer parce qu'il y a un excès. Parfois, vous avez des personnages, hommes ou femmes d'ailleurs, qui ont jusqu'à 30 mouches sur le visage. Donc déjà, le message est complètement brouillé et vous avez l'air complètement ridicule. Vous avez aussi ce qu'on appelle des nécessaires, qui renferment des minuscules flacons de parfum, mais pas que. Et qu'est-ce que c'est que les petits glaives? Alors justement, ce ne sont pas des petits glaives, ce sont des petits instruments qui sont liés à la beauté. Alors celui-ci est tout à fait étonnant et c'est un objet à double usage. De ce côté, ça fait comme une minuscule cuillère. Pour la kétamine. Non, un coton-tige. C'était un coton-tige. Vous récupérez le cérumen là-dedans. Mais non, trop sympa. Et de ce côté, pointu, qu'est-ce que ça peut être? Maquillage? Oh non, là vous avez crevé un œil. Enfin. Ah, c'est un cure-dent. Un cure-dent. En or. Commode. Cure-oreille, cure-dent, cure-oreille, cure-dent. Vous l'avez bien fait. Ça, c'est rigolo parce que c'est revenu un peu là. Donc peut-être que vous allez trouver. Une béquille de Polly Pocket. Oui, vous avez fait les oreilles et les dents. Le nez? Non. Pour me mettre ça dans le nez. Un gratte-langue. Mais non, pardon? Un gratte-langue en or. Oui. Écoutez. Un autre objet dont l'usage a complètement disparu, c'est celui-ci. Ça, c'est ce qu'on appelle un passe-lacet. Alors c'est pas pour les Adidas ou les Converse, c'est plus pour tous les lacets de l'habillement, c'est-à-dire tout ce qui est corsage, corset, choses comme ça, puisque le ruban, c'est vraiment l'ancêtre, j'allais dire, de la fermeture éclair, du velcro et compagnie. Donc, très très utile. Ah, et ça, c'est quoi? C'est pour se Alors raser? ça, exactement. Ça, c'est un plat barbe. Oui, tout à fait.
c'est ça. Et si vous savez, me faire la barbe, c'est une pratique quotidienne. Hein. Ouais. Et puis, bien sûr, quand on finit sa toilette, après s'être un petit peu rincé l'œil, non pas en regardant des portraits de femmes nues, mais parce qu'on a une infection oculaire, on a le produit ici, et hop. Donc ça, c'est ce qui s'appelle un bain d'œil ou une baignoire d'œil. Souvent, personne, en regardant rapidement, disent que c'est un coquetier, alors que bien sûr que non, puisque c'est pas rond. Donc vous voyez le genre. Donc en fait, les gens étaient propres. Ah oui, alors c'était pas le bain quotidien comme de nos jours, mais oui, les gens en tout cas de l'élite étaient propres. Le domestique, il va certainement beaucoup plus faire ce qu'on appelle la toilette sèche, ce que font aussi les élites, hein, qui consiste tout simplement, sans eau, à se frotter le corps avec un linge. Au XVIIIe siècle, on pense que le fait de changer de chemise, et notamment de mettre une nouvelle chemise blanche, c'est comme si ça vous nettoyait, le fait d'avoir de la blancheur. C'est tout à fait étonnant. On reçoit des soins esthétiques, mais aussi médicaux. Nous avons quelques objets médicaux dans les collections. Et donc, notre collègue est venu nous amener un très beau clister qui permettait en fait de faire des lavements. Et là, on a une petite figurine de porcelaine de maïs qui représente un petit amour déguisé en docteur du XVIIIe siècle. Et il tient le clister parce qu'on est toujours dans des évocations licencieuses, érotiques, qui mêlent les soins médicaux et les gestes du plaisir. Circa 9h du matin, ting, l'habillage. Elle peut s'habiller toute seule. Ah non, elle ne s'habille pas toute seule. La robe de madame, robe dite à l'anglaise, donc mode nouvelle, elle se porte sans panier, donc on est plus à l'aise dans ses mouvements. C'est surtout ça qui la caractérise. Les chaussures, c'est toujours une surprise de voir à quel point les pieds sont extrêmement étroits. Dans les classes sociales élevées, il y avait une tradition, il fallait parvenir à avoir les pieds les plus petits et les plus fins. Et on allait donc bander pour resserrer le pied au maximum, parce que c'était un signe de haute naissance. Vous avez ici une paire de souliers féminins qui sont particulièrement rares. C'est une récente acquisition, hein. Nous l'avons acheté auprès d'une antiquaire spécialisée dans la mode et les costumes anciens. Ils sont rares parce qu'ils ont conservé leur patin de protection. Les dames de l'aristocratie ne marchent pas, ou marchent très peu. Elles marchaient notamment surtout sur la pointe des pieds, comme ça. Ah, vous le faites bien. J'y étais là. C'est vrai? Ah ouais. Super, alors là je suis très content. Ouais. Ces patins servent à protéger les souliers. On enfilait les patins comme ça, mais c'était essentiellement pour descendre de l'hôtel particulier, pour attendre sur le perron que la chaise à porteur soit prête. Tout ça pour ne pas salir les souliers. Si vous regardez l'usure de la semelle du soulier, très peu usée. Elle a fait 300 mètres. Peut-être même un petit peu moins. En revanche, si vous regardez le patin, celui-ci est un peu plus usé. Et à cette époque, la chaussure, surtout la chaussure ici dans une soierie, est un produit de luxe. Il n'y a aucune différence entre le pied gauche et le pied droit. Et parfois, pour ne pas se tromper, on va écrire à la plume droit, gauche. Comme on n'a pas l'habitude de marcher comme une dame de l'aristocratie, on va utiliser un bâton, une canne, qu'on appelle une canne à la tronchin, et les dames vont découvrir le tronchinage, c'est-à-dire la marche dans les parcs. Vous êtes sérieux? On appelle ça le tronchinage. Tronchinage, ou alors on disait je tronchine le matin. Mais non. Si. Et c'est pas une activité libertine, c'est juste marcher. Mais non, pourquoi vous voyez le libertinage de partout? Tronchiner, excusez-moi. Ah je sais pas, moi non, je vois pas. Tu vois quelque chose Non, voilà, il y a vous qui voyez le mal, mais c'est pas grave, après tout. Voilà. 10h30, la prière. Découverte de cette exposition, cet objet, une nonne en boîte. Un objet incroyable qui n'avait jamais été montré. On dirait une maison de poupée, mais c'est pas une maison de poupée. Une nonne en boîte? Mais qu'est-ce que ça? Alors on n'est pas totalement sûr, mais les historiens ont quelques hypothèses. Cela pourrait être un modèle de piété exemplaire pour les nonnes, ou alors un cadeau pour la famille de la nonne pour donner des nouvelles, ou un cadeau pour une jeune fille qu'on veut inciter à faire entrer dans les ordres. C'est vraiment quelque chose d'assez courant, alors c'est très méconnu. Déjà, il y a eu beaucoup de couvents qui ont disparu à la Révolution, donc c'était dispersé, et si les enfants jouaient avec, ça a pu être abîmé. Donc c'est un vrai miracle qu'on en conserve quand même en France un certain nombre. Ça reste encore un objet à découvrir. Midi, les loisirs. On fait partie de l'aristocratie par définition, on ne travaille pas.
Mais attention, la définition du travail n'est pas la même qu'aujourd'hui. Il ne travaille pas pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie, bien sûr, même s'il doit gérer ses propriétés, parce que parfois il habite à Paris dans son hôtel, mais il a un château en province, il a des terres, il a des forêts, il doit gérer les régisseurs des domaines, enfin vous voyez, il a toute une activité malgré tout. L'aristocrate est en fait un homme bien affairé qui gère un patrimoine économique et foncier parfois conséquent. Et ça demande des heures et des heures d'échanges épistolaires avec les créanciers et les paysans. Par contre, ce qu'il ne fait pas, c'est gagner de l'argent par le travail qu'il fait de ses propres mains. Mais dans ce boudoir, c'est plutôt son délassement auquel on pense. Son cabinet, sa bibliothèque, c'est l'endroit où il aime être seul, prendre du temps pour lui, se livrer évidemment à sa correspondance. Et aussi, eh bien, on peut rêver à la chinoiserie par exemple, puisque c'est la mode, et c'est vraiment le goût pour l'ailleurs, pour l'exotisme. Le bureau de monsieur est décoré de chinoiseries, des éléments clés de ce que l'on appellera l'orientalisme au XIXe siècle. On est en plein dans la problématique de l'appropriation culturelle. À noter, le thé, le café, le chocolat sont des boissons importées des pays d'Asie et d'Amérique que les Européens, dont les Français, sont en train de coloniser et où ils vont pratiquer l'esclavage. Pour nous, c'est évidemment naturel de boire du café, du thé, du chocolat comme on veut, quand on veut, à des prix tout ce cas raisonnables. Mais à l'époque, ce sont des boissons extrêmement prisées, qui sont le signe justement d'une appartenance à l'élite. Quand monsieur veut être à l'aise, au lieu de mettre un jogging de Juicy Couture par exemple, eh bien il va mettre cette superbe robe de chambre après avoir enlevé sa veste, et il va enlever sa perruque et mettre ce très beau bonnet brodé sur sa tête pour éviter d'attraper froid. À noter ce curieux objet, des bésicles. Elles sont prêtées par le Musée national de la Renaissance. Les bésicles sont des lunettes sans branches. Ce sont les ancêtres des lunettes sans branches, quoique celles-ci ont déjà été inventées. Spécificité rare de cette paire de bésicles, on a conservé son étui ultra luxueux en écaille. Et donc ici, monsieur s'adonne au goût pour les sciences et donc il a besoin de lunettes pour y voir clair, ne serait-ce qu'à travers son télescope de poche que l'on trouve ici. Pour madame, ce n'est pas la même chose. Tout ce qu'elle possède appartient et est géré par son mari. Et c'est seulement en cas de veuvage qu'elle peut avoir son mot à dire sur la gestion de son patrimoine. Souvent, elle reprenait les activités du mari, donc c'est un petit peu comme si elles étaient elles-mêmes des femmes d'affaires. Donc ça, c'est un aspect qui n'est parfois pas tellement connu, et pourtant c'est une réalité. Les femmes ne sont pas que oisives à la maison, à boire le thé pour les plus fortunés et à se faire coiffer pendant des heures. Dans son boudoir, une odeur absolument délicieuse qui émane du pot pourri. L'exposition est si immersive que le musée des arts décoratifs a reproduit des ambiances sonores et olfactives tout au long du parcours. Ici, ça sent la fleur d'oranger, par exemple. Donc le pot pourri, on le voit, il est adorable, il est sur la cheminée. Alors ça, c'est un truc dément. C'est un pot de fleurs, comme une corbeille de vannerie de fleurs. Alors, c'est uniquement décoratif. On va mettre quelques gouttes d'une essence et on aura l'illusion que les fleurs en porcelaine sentent comme des fleurs dans la nature, sans la perplexité là. Ah bah oui. Donc, Je suis en train d'essayer de savoir si c'est moche. bah oui, Bon. mais on n'a pas tranché encore. Mais bon, si vous ne le mettez pas sur ma tombe, je trouve ça beau. Non, vous inquiétez pas. Ça, pour l'éternité, après, c'est plus... Bah, c'est dur, hein. On est dans le boudoir de madame, c'est quoi ses activités? Alors, beaucoup d'activités, comme son mari, liées à l'écriture ou à la lecture, une correspondance, un journal intime, probablement. Et puis aussi, tout ce qu'on appelle travaux d'aiguille. Mais aussi l'aquarelle. Là, vous avez une très jolie boîte à aquarelle. C'est vraiment pour se distraire. Elle peut aussi recevoir les marchands de tissus qui vont lui montrer les échantillons. Là, on est vraiment dans le milieu de la fabrication de la mode à Paris à cette époque-là. C'est un album d'échantillons de tissus d'un marchand de tissus probablement parisien. Et dedans, il y a à peu près 340 échantillons de tissus qui étaient à la mode entre 1785 et 1792 à peu près. Mais vu que l'album a toujours été fermé, donc la lumière n'est pas passée. Donc les tissus sont aussi éclatants à la fin du XVIIIe siècle. C'est un album portefeuille parce qu'il faut imaginer le marchand de tissus allant d'hôtel en particulier en hôtel particulier, comme ceci,
ou dans un sac et sortant ces petits livrets avec les échantillons pour les montrer aux dames pour qu'elles choisissent le ou les tissus pour fabriquer leur robe. Il est composé environ de 70 feuilles de papier. Sur les 70 feuilles environ, vous avez les échantillons de tissus. Alors ce sont des tissus qui sont presque tous rayés, c'est vraiment la mode à cette époque. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas deux tissus identiques. Et vous voyez l'éclat des couleurs. Des tissus qui devaient coûter horriblement cher et qui étaient vraiment réservés à l'aristocratie de cette époque. Et il y avait dans une classification, il y a marqué bébé, et c'est probablement des tissus qui étaient destinés pour les tout jeunes enfants parce qu'ils sont beaucoup plus clairs. Ça, c'est les bébés. Vous voyez, on est dans une autre catégorie de tissus. Donc c'est marqué ici, bébé. Et là, on a des tissus totalement différents, beaucoup plus clairs. Et on allait comme ça dans une maison, dans un hôtel particulier. La dame recevait, je dirais, le marchand de tissus. Et il dit, voilà, je vais vous montrer les dernières étoffes de Lyon, dernier cri. Que diriez-vous une robe avec précisément ce pékin bleu et vert? Et comme ça, après, eh bien, vont être fabriquées ces robes. Pendant que madame et monsieur se délassent avec leurs activités, la rue, elle, s'affaire. Il existe pléthore de métiers de la rue figurés dans l'exposition par ces statuettes en porcelaine. La vendeuse de fruits, la nourrice, les musiciens de rue, le violon pour lui, la vielle pour elle, le vendeur d'huîtres, le vendeur d'œufs, la vendeuse de fleurs. Alors, ces petites figurines, elles avaient une fonction éminemment décorative pour décorer une table lorsqu'on recevait, et elles soutenaient la conversation. Pendant les repas, on fait montre de sa culture, de sa connaissance de l'actualité, on donne de piquantes anecdotes, on est vraiment sur un plaisir de la conversation. Pendant leur installation dans les vitrines de l'exposition, Ariane James Sarrazin et Sophie Moch s'en donnent à cœur joie. Je joue au Playmobil, mais avec des œuvres du XVIIIe siècle. En avant les histoires avec un grand H. 21h, le souper. Au XVIIIe siècle, on ne dîne pas, on soupe. Pas que de la soupe. C'est l'époque des repas en beaucoup de services. C'est-à-dire qu'on va apporter sur la table tous les plats et on se sert un peu de ci, un peu de ça. Et on ne mange pas de tout, évidemment. Les restes, ils ne sont pas resservis à la famille, mais ils sont revendus par les domestiques. Et ils ont le droit, c'est ce qu'on appelle les regratiers, de revendre les restes le lendemain. L'art de la table, en plus d'être esthétique, est un prétexte à discussion. On a de l'esprit. On aime les surprises. On aime le trompe-l'œil, on aime la fantaisie. C'est les assiettes en trompe-l'œil. Ça, c'est vraiment le goût tout à fait singulier du XVIIIe siècle. On retrouve un dindon, le chou et l'anguille. Alors ça, c'est vraiment très drôle. On dirait un serpent, mais en fait, c'est une anguille. Ça, ce sont des récipients qui servent à conserver des mets. Les petites poires et les asperges, c'est purement décoratif. Alors, il y a des fruits, mais il y a aussi des légumes. Donc ça, c'est des poires. Et pourquoi je montre ça chez moi? C'est vraiment l'amusement de faire des blagues entre convives ou avec ses convives, d'avoir des faux fruits, des vrais fruits. C'est comme les gâteaux de Cédric Grolet et Consort, où tout le monde, on s'amuse du trompe-l'œil. Ça, c'est des haricots secs. C'est pas des dragées? Non. Mais il y a par exemple des œufs durs. Fantastique. Attendez. Et alors celle-là, elle est marrante parce que dessous, c'est tout marron. Des asperges. Vous avez l'illusion que c'est une boîte, mais là, c'est pas une boîte. Et alors là, asperges au XVIIIe siècle, érotique, hein. Ah bon? Ah oui, à mort. Bah oui, vu comment on mange l'asperge, vous voyez, je vous fais pas de dessin. Ah oui, d'accord. Voilà. Minuit, les festivités. Il est très tard et là, on va commencer à jouer. Donc le jeu, c'est aussi un des grands temps forts de la vie des aristocrates. Alors on joue à toutes sortes de jeux, des jeux qu'on connaît encore bien sûr comme les échecs. On joue aux cartes, un adorable petit jeu de charade, de rébus, des questions qu'on pose comme un peu le portrait chinois, le questionnaire de Proust, l'équivalent. Un yo-yo également. Alors ça, c'est un sac dans lequel on met les pions pour jouer au jeu de Cavagnole, qui est une sorte de jeu de loto. Qu'est-ce que c'est ces petites boîtes? Ah bah ce sont des boîtes à bonbons. C'est tout à fait comme les boîtes de tic-tac qu'on peut avoir dans notre poche ou une boîte de chewing-gum. Et à nouveau, elles sont en trompe-l'œil. Et là-dedans, vous mettez vos bonbons. Du genre vos tic-tac, anis de Flavigny, choses comme ça. Puisque ça, c'est vraiment le genre de bonbons qu'on avait à l'époque. Et quel est le motif de ce jeu? Oh bah un baquet d'anguilles. Ah bah logique. Une limace, Oui, une grosse c'est pas trop limace ce ou que une j'aime. chenille. Et puis alors le pompon, les grenouilles.
Qui fornique. Bah Oui, oui, exactement. Elle-même. Un 18e coquin, quoi. Ah oui, oui, non, Ah, on n'est pas sur de complètement. l'austérité là. Et là, on y est pour jusqu'à pas d'heure. Oh bon, on y est jusqu'à pas d'heure, oui. Bah, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bougies, jusqu'à ce que tout le monde soit mort de fatigue, et puis peut-être qu'aussi on boit un peu de vin, d'alcool, on boit un peu de punch, enfin. Et puis on a décidé de finir l'exposition par le portrait d'une femme complètement abandonnée à sa rêverie dans son alcôve. Elle a bien fini la soirée et elle rêve. Voilà, c'était notre visite de l'exposition Une journée au XVIIIe siècle au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Foncez à l'exposition s'il est encore temps, et sinon, il y a le formidable catalogue que je vous recommande. Monsieur Loïc Prigent, abonnez-vous pour tout voir de la mode et des visites de musées incroyables. Laissez le pouce en l'air, envoyez cette vidéo à vos amis et laissez un commentaire. Écrivez, vous m'avez éclairé la lanterne si vous êtes arrivé jusqu'au bout, et si ça vous dit. Bonne visite!